Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et en première partie d'émission, nous parlerons de conformité dans le marché de l'art et plus particulièrement des professionnels qui s'adaptent aux exigences croissantes de la réglementation. Puis nous passerons du côté caritatif avec une tombola exceptionnelle autour d'une œuvre de Picasso. Perry Cochin est fondatrice de la loterie. Elle nous expliquera comment cette opération a été mise en place. C'est parti pour Art et Marché. En lien avec notre dernière émission sur la vulnérabilité du marché de l'art face au risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, je suis ravie d'accueillir en plateau Violette Taquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et PDG de Nomart, donc vous avez monté cette plateforme pour accompagner les professionnels dans leur obligation de conformité. Et pour la première fois, vous avez réalisé une analyse grâce aux données des professionnels que vous accompagnez. Dans cette première analyse, vous dites que 2025 est un tournant, une vraie année d'application des règles. Pourquoi est-ce que 2025 en particulier ? Exactement. Ce qu'on dit, l'analyse qu'on fait de tous ces chiffres qu'on a réussi à mettre en place, c'est que c'est l'année du passage à l'action. On observe 2022, c'était compliqué, les choses étaient compliquées à mettre en place, il fallait surtout jouer sur la pédagogie auprès des professionnels du marché de l'art. 2023, 2024, on sent qu'ils commencent un petit peu à tâtonner, à faire les premières recherches sur les clients, à vraiment creuser toutes ces procédures à formaliser, parce que généralement, ils avaient déjà une connaissance client, les professionnels de l'art, mais pas réellement la formaliser pour correspondre aux attentes du Code monétaire et financier. Donc là, il fallait vraiment commencer à structurer les choses et à passer la seconde, entre guillemets, dans l'application de la réglementation. Et 2025, c'est vraiment l'année où nos clients ont doublé leur usage de notre plateforme, donc ont vraiment commencé à se saisir de l'outil. Aussi, ce qui est important, et ça, je pense que c'est ce que la tech permet, ce qu'un logiciel tech permet de faire, c'est que on se rend compte que ça devient un process généralisé. En général, quand ils se disent « on va appliquer la lutte anti-blanchiment », la première méthode, c'était d'impliquer une personne de l'établissement, de la structure chez le commissaire-priseur ou dans la galerie d'art, d'impliquer une personne dans la lutte anti-blanchiment. Aujourd'hui, ils se rendent compte que pour que ce soit efficace, il faut impliquer tout le monde. D'accord, donc pas forcément créer un poste en particulier pour répondre à ces obligations. Exactement. Après, dans les très grosses structures, il faut un poste, évidemment. Oui. Mais on se rend compte que maintenant, tout le monde est au courant de la lutte anti-blanchiment et que le vendeur, celui qui est en contact avec le client, l'administratif, tout le monde peut avoir un impact sur la compréhension du cas client et en fait, du coup, appliquer la lutte anti-blanchiment. Et en fait, notre outil permet justement d'impliquer toute la structure dans la lutte anti-blanchiment, de mettre en place une méthodologie et donc d'appliquer concrètement et de passer à l'ère de l'action. Et donc maintenant, c'est ce qu'on observe auprès de nos clients et de tous ceux qui nous ont rejoints récemment. On a analysé plus de 12 000 transactions en 2025. Oui, c'est ça, ce qui est... Au-delà de cette année un peu rupture, le premier constat que vous faites de ces chiffres, c'est de la croissance énorme. Absolument. De la prise de conscience et l'implication de ces acteurs. On avait déjà beaucoup de clients et on a fait quand même plus 78% de vérification sur notre plateforme. Donc 12 000 transactions, 12 300 transactions. Et les profils de ces acteurs, c'est des petites structures justement ? Alors, on a les deux. En fait, on a les toutes petites structures des galeristes qui sont parfois tout seuls à la galerie et qui font peu de transactions, mais qui du coup n'ont pas les ressources ni le temps pour se pencher sur la lutte anti-blanchiment et qui ont besoin d'un outil pour les accompagner. Et il y a aussi de très grosses structures, des très grosses maisons de vente ou galeries internationales qui, elles, ont besoin justement de structures pour les plusieurs personnes qui vont collaborer pour la mise en place de la réglementation. Donc un marché de l'art de plus en plus en conformité, c'est ça le résultat, enfin en tout cas la conclusion. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable en fait. C'est ce que les chiffres prouvent, c'est que c'est faisable, que les professionnels de l'art s'y mettent et donc maintenant les contrôles vont de mieux en mieux se passer, on l'espère. Quels sont les points quand même de friction encore ? Il y a encore beaucoup d'interrogations, etc. Est-ce qu'ils ont encore ce sur quoi il faut encore progresser ? Alors, je dirais que le point principal sur lequel il va falloir progresser, ce n'est plus la compréhension. Alors, il faudra toujours avancer sur la compréhension, la pédagogie et la mise en pratique. Mais pour tous ceux qui ont passé ce cap-là, les prochains points de friction, ce sera la qualité de la donnée qu'on arrive à récupérer sur les clients. D'accord. Parce que typiquement, il faut vérifier si les clients sont dans des bases de sanctions, sont des personnes politiquement exposées ou non. Et en fait, il y a
plusieurs typologies de clients qui peuvent poser problème avec beaucoup d'homonymie, beaucoup ou alors des personnes qui sont pas sur la toile, entre guillemets, pas trouvables sur Internet. On n'a aucune information et ça devient des profils très opaques. La technologie permet au fur et à mesure de collecter l'information sur les clients, mais il va falloir creuser encore un peu ce sujet parce que pour justement éviter les faux positifs, l'homonymie, les mauvais résultats, etc. Et justement, vous parlez de la technologie, vous indiquez dans ce rapport que vous vous développez avec de l'IA. Ouais. En quoi ça va vous aider? Et bien justement pour essayer de récupérer une information qui est de plus en plus fiable à propos du client, l'IA permet d'aller collecter les informations pour rien que créer un profil client, une page LinkedIn, une page Doctolib, une page Papers. Et en fait, lire l'information, toute l'information disponible sur Internet et la trier permet déjà d'aider à la compréhension du profil client. On parlait justement qu'elle allait bientôt avoir un contrôle GAFI, donc justement c'est plutôt positif, c'est-à-dire que là, toutes ces personnes que vous accompagnez, ils sont plutôt prêts à recevoir ce genre de contrôle. Absolument. Parce qu'ils ont tous les dossiers possibles. Et les bonnes nouvelles aussi que démontre notre premier rapport de l'année, c'est que peu de transactions sont réellement à risque a priori. Il y a à peu près 10% des transactions pour lesquelles il faut mettre en place des vigilances complémentaires. Mhm. Ce qui est bien, c'est que maintenant, les professionnels ont compris qu'il fallait mettre les mesures de vigilance en place pour toutes les transactions qui dépassent le seuil des 10 000 € de dépenses. Et dans les cas où il y a des éléments à risque, creuser, approfondir, mettre des vigilances complémentaires et suivre les process. Et la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que oui, le marché s'y met, oui, ils comprennent bien les buts et la façon de le faire, et non, il n'y a pas non plus tant de transactions que ça à risque sur le marché de l'art. Et c'est ce qu'on aimerait réussir à prouver aussi avec Nomart. Merci beaucoup Violette Taquet. Je rappelle que vous êtes fondatrice et PDG de Nomart. Et tout de suite, on passe à l'interview du week-end. On parle aujourd'hui d'une tombola caritative un peu exceptionnelle avec à la clé une œuvre de Picasso. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir en ce plateau Perry Cochin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de cette loterie, donc un Picasso pour 100 €. Et ce n'est pas la première édition, je pense que c'est la 3e. Comment est-ce qu'on fait à chaque fois pour trouver un Picasso qu'on peut revendre et soumettre? C'est la bonne question. C'est pas facile de trouver un Picasso qui est exactement comme on a envie, c'est-à-dire très représentatif de l'œuvre de Picasso. Ensuite, qui soit dans les prix qui vont bien, parce que je ne veux pas dépasser une valeur de 1 million d'euros. Oui, celui-ci vaut 1 million. Voilà, il vaut 1 million. Les deux précédents aussi, les deux précédentes éditions, l'idée c'était que le chiffre soit quand même suffisamment important pour motiver les gens à acheter leur billet, parce que le concept est simple, on achète un billet à 100 € et on peut gagner un Picasso qui vaut 1 million. Voilà. Et si on n'a pas gagné, on a donné 100 € à une œuvre caritative. Donc, trouver un Picasso qui vaut 1 million, c'est pas évident. Il y a des Picasso qui valent beaucoup plus cher, et il y en a pas beaucoup qui valent moins cher. Donc, le challenge. Et on reste quand même sur une toile très représentative. Ah bah là, celle-là, vous la reconnaissez. Voilà, celle-là, c'est une tête de Dora Maar, un portrait de Dora Maar qu'on a trouvé chez Opéra Galerie, qui est une galerie qui a pignon sur rue dans une quinzaine dans le 8e à Paris, mais dans une quinzaine de pays aussi. Et ils nous avancent l'œuvre. Et au moment du tirage au sort, une fois qu'on a récolté tout l'argent, eh bien, on paye l'œuvre à un prix avantageux, je dois dire, parce que l'œuvre vaut plus que ça aujourd'hui. Mais ils ont fait un effort pour la charité qu'on est en train de défendre. Et voilà. Comment ça s'organise concrètement une loterie pareille? Il y a quand même beaucoup d'acteurs entre Christie's, Opéra, la Fondation. Comment ça s'organise? Alors, la Fondation Recherche Alzheimer, et aujourd'hui, c'est elle qui porte cette 3e édition, puisque tout l'argent va aller à la recherche. À la recherche. Absolument. Donc, ils ont tout leur système interne qui fait que, voilà, ils portent cette tombola. Après, Christie's est un partenaire, et le PAD aussi est un partenaire, et Opéra Galerie est un 3e partenaire qui interviennent chacun à leur échelle. Le PAD va exposer l'œuvre. Vous pourrez la voir tout début avril dans l'entrée du PAD, vous savez, le salon. Le salon de design. Voilà. Et Christie's, eh bien,
permettre de faire le tirage au sort en live chez eux le 14 avril. Oui, c'est eux qui vont mettre les enchères justement pour tous les aspects un petit peu. C'est pas des enchères, hein, c'est un vrai tirage au sort. Voilà. Pardon. Pour les aspects un peu pratiques, donc on a donc la date, on a jusqu'à quand pour mettre. On a jusqu'au 14. Alors le tirage au sort est le 14 à 18h. Oui. Et le site continue à marcher. On peut continuer à acheter sur un Picasso 100 € jusqu'à normalement 15h, je crois. Et après, il y a un huissier qui vient, qui vérifie que tout est bien en règle, avant de faire le tirage au sort à 18h, en direct. Combien est-ce que vous avez réussi à lever pour les précédentes éditions? Il y avait combien de personnes qui avaient participé à ce genre La première édition, on avait réussi à lever à peu près 5 millions d'euros. Ah oui, donc c'est bien au-delà. C'est l'idée. Oui, sinon, c'est l'idée, bien sûr. oui. Vous savez, il faut des autorisations préfectorales, il faut l'autorisation de la Picasso Administration, etc. Et la préfecture avait demandé la première fois à ce qu'on annule si on n'arrive pas à lever suffisamment d'argent, pour pas que la levée se fasse uniquement pour payer le tableau. Bien sûr. Bon, alors donc on avait levé à peu près 5 millions. La deuxième fois, un peu plus de 5 millions. Et là, on est déjà pratiquement à 8 millions. Donc, on est très content. Bien sûr. Et donc, c'était toujours avec l'Opéra Galerie ou vous changez Non, la fois d'avance, c'était quelqu'un d'autre. Chaque fois, c'est quelqu'un de différent. J'espère que maintenant, ce sera Opéra Galerie pour les prochaines aussi, parce qu'ils ont beaucoup d'œuvres à disposition, possiblement... qui coche les cases. Oui. Et voilà, non, mais... Et comment est-ce que... Parce que vous avez une carrière avec de multi-casquettes, comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette position d'organiser cette loterie? Écoutez, ça a commencé, c'est ma mère qui est ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO et qui défend une ville archéologique et patrimoine, etc. Et elle a une fondation et elle avait l'habitude de lever des fonds avec des dîners de gala où on faisait des tombolas à la fin du dîner. Et chaque fois, à la fin du dîner, on n'en pouvait plus, on s'ennuyait, les gens regardent leur montre, etc. Et elle me dit, on va faire encore un dîner. J'ai en pitié, on n'en peut plus. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. En fait, je me suis dit, sortons de la salle du dîner de gala où on a 200, 300 personnes, 400 au mieux, et allons voir qu'est-ce qui se passe sur Internet. Et on pouvait toucher la planète entière en faisant une tombola. Donc, il a fallu trouver une idée, en fait, pour intéresser tout le monde, pour que ça puisse parler vraiment à tout le monde. Quel est l'artiste le plus connu sur la planète? C'est Picasso. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et je suis allée voir après la Picasso Administration et la succession Picasso pour obtenir leur accord pour pouvoir utiliser le nom. Leur validation, bien sûr. Utiliser le nom. Merci beaucoup, Perry Cochin. Je rappelle que vous êtes fondatrice donc, de cette loterie Un Picasso pour 100 €. Donc, vous pouvez acheter les tickets jusqu'au 14 avril. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.